Donc bonjour à tous, c'est parti pour une séance micropolluant. Donc je m'appelle Guillaume Jubot, je suis écotoxicologue de formation. J'ai fait ma thèse dans un institut de recherche qui s'appelle l'INRAE. Et il y a 10 ans, avec des chercheurs, on a valorisé ce travail en créant une société qui s'appelle Biomae, qui est un laboratoire qui est dédié à la biosurveillance de la qualité des milieux aquatiques. Et donc voilà, je vous propose pendant une vingtaine de minutes de parler un peu de micropolluants. Donc avec une petite introduction pour vous emmener ensuite sur la présentation de nos outils qui sont basés sur l'encagement de gamarres, qui sont des petits crustacés. Et puis de vous montrer quelques applications et des retours d'expérience opérationnels. Et de finir par une petite conclusion et puis des perspectives de développement qui nous animent chez Biomae pour proposer de nouvelles applications en écotoxicologie. Donc tout d'abord pour l'introduction, donc on va parler de micropolluants et de pollution chimique. Donc voilà comment on peut peut-être présenter ça en images pour montrer de manière simple qu'effectivement les émissions de micropolluants ou de substances chimiques produits de synthèse dans l'environnement sont liées en fait principalement aux activités humaines, liées à l'agriculture, l'industrie ou l'urbanisation. Et puis il y a tout un tas de livres ou de films qui présentent aussi ces thématiques de manière simple. Peut-être insister sur un, parce que ça c'est plutôt d'actualité, Dark Waters. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film qui est sorti récemment qui traite de l'affaire des perfluorés, des PFAS aux États-Unis dans les années 2000 qui ont été réglementés depuis. Bon, on y apprend des petites choses comme par exemple que les PFAS étaient utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale pour justement imperméabiliser les chars et que justement ces propriétés anti-adhésives imperméabilisantes sont encore utilisées aujourd'hui dans plein d'applications. Et donc je vous invite à regarder ce film qui traite de cette problématique et qui est de bonne facture. D'une manière plus globale, si on regarde à l'échelle de la planète, je ne sais pas si vous connaissez ce concept de limite planétaire. C'est très utilisé par les gestionnaires et par la communauté scientifique pour justement parler du principe de qu'est-ce que fournit la planète et qu'est-ce qu'elle est capable d'absorber. Et quand on parle d'absorber, c'est justement qu'est-ce qu'elle est capable d'absorber en termes de pollution chimique. Donc il y a différents critères qui sont définis. Il y a notamment, vous voyez ici, c'est la perte de biodiversité à l'échelle mondiale. Il y a aussi la couche d'ozone, on en parlait, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, on parlait du trou dans la couche d'ozone. Effectivement, on voit qu'il y a eu une nette amélioration par rapport à ça, par rapport aux réglementations qui ont été mises en place. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça, là, ce qu'on appelle novel entities. C'est en fait lié à la pollution chimique, c'est de notre capacité à réguler, à suivre, à contrôler en fait les substances chimiques de synthèse qui sont émises dans l'environnement. Et là, effectivement, on fait le constat qu'il y a un petit problème c'est pas complètement décorrélé en fait de la perte de biodiversité, puisqu'en fait on estime que la troisième cause de perte de biodiversité à l'échelle mondiale, c'est lié à la présence de substances chimiques dans l'environnement. Associé à ça, vous voyez en fait c'est un petit tableau, alors qui est un petit graphe plutôt, qui est assez intéressant parce que alors peut-être plus en Europe que sur d'autres continents, on parle beaucoup justement de réglementation sur les substances chimiques. Et ce graphique, il est intéressant parce qu'on voit qu'il va un petit peu à contre-courant, parce que vous voyez qu'entre 2000 et 2015, on a doublé à l'échelle mondiale la production de substances chimiques de synthèse. C'est dire qu'il y a encore un gros challenge sur l'évaluation et le suivi de ces substances-là, et qu'il y a aussi une cinétique qui a du mal finalement à baisser, parce que ces substances en fait ont des applications quotidiennes et on en a besoin dans la vie de tous les jours. D'une manière générale, au niveau des réglementations, au niveau de l'Europe, alors c'est peut-être le continent où il y a le plus de réglementations sur les substances. Il y a deux typologies de réglementation. La première, c'est des réglementations qui sont liées à l'évaluation et l'homologation de substances chimiques avant leur mise sur le marché, donc qui impactent principalement les industriels qui veulent mettre de nouvelles molécules sur le marché. Donc ça, c'est géré par des compétences, des autorités compétentes au niveau européen. Et une réglementation, la principale, c'est la réglementation REACH, qui justement fait le suivi de toutes ces molécules. Et puis, une fois qu'on a produit les molécules, ça se retrouve dans l'environnement. Donc on a une deuxième typologie de réglementation. Là, c'est plutôt lié en fait à la présence des substances chimiques qui sont rejetées dans l'environnement.
Et donc là, au niveau européen, c'est la directive 4 sur l'eau qui va mettre en place des programmes de surveillance pour suivre la présence et l'impact de ces substances chimiques dans les milieux aquatiques. Donc Biomae, nous on travaille principalement sur les milieux aquatiques. Donc si on regarde rapidement comment est décomposée la directive 4 sur l'eau, il y a deux objectifs. Le premier objectif, en fait, c'est l'atteinte du bon état chimique, avec des objectifs de réduction et de suppression de substances chimiques dangereuses dans l'environnement. Alors on suit une centaine de substances, alors qui sont parmi les plus dangereuses. On en compte plus de 100 000 dans l'environnement. Donc il y a un petit trou dans la raquette quand même. Le deuxième objectif, c'est le retour au bon état écologique. Et donc pour ça, en fait, on suit des indicateurs hydrobiologiques, on suit les populations et les communautés. Et l'objectif, c'est de préserver et de restaurer la qualité de nos écosystèmes. Donc ça, c'est le cadre général. Et puis en termes d'outils, sur le suivi des substances chimiques, la méthode de référence, en fait, c'est le prélèvement d'eau. Donc on prélève de l'eau dans une rivière et ensuite on va analyser les concentrations dans l'échantillon. Et là, la problématique dans l'environnement, c'est qu'en fait, c'est des prélèvements ponctuels. Donc en fait, vous faites un prélèvement, allez, 1 ou 2 secondes, et vous allez mesurer les concentrations. On sait que dans l'environnement, les concentrations, elles peuvent fluctuer au cours du temps, et que du coup, ce n'est pas très intégrateur et pas très représentatif de la qualité et des niveaux de contamination dans l'eau. Au niveau des approches écologiques sur la biodiversité, on fait des inventaires faunistiques, floristiques. On va prélever des organismes dans le milieu et en fonction de la composition des populations et des communautés, on va être capable de dire s'il y a une bonne biodiversité ou une mauvaise biodiversité. La limite un peu de ces outils-là, c'est que ça ne répond pas à la pression chimique. Il y a d'autres paramètres qui peuvent influer sur la présence d'organismes dans le milieu. Donc au niveau des besoins pour les gestionnaires, il y a un gros challenge parce qu'en fait, on n'arrive pas à faire de lien direct entre l'exposition chimique qu'on mesure dans l'eau et l'état des communautés et l'état de la biodiversité. On n'arrive pas à faire ce lien et justement, par rapport à ce qui a été dit en introduction, c'est intéressant puisqu'en fait, on sait que c'est une cause principale de dégradation de la biodiversité. Donc en termes de gestion, ça pose quelques problèmes. D'autant plus que pour la mesure dans l'eau, en fait, on n'a qu'une vision parcellaire des substances qui sont présentes dans l'eau. Et on tient très peu compte des substances hydrophobes qui s'accumulent dans le gras et pas dans l'eau. Alors on peut en citer plein, mais il y a notamment les perfluorés. Certains perfluorés s'accumulent dans les graisses et on a du mal à les voir dans l'eau. Et puis pour les approches écologiques, comme je le disais, le problème c'est quand on a une dégradation en fait, de la note de ces indices écologiques, on n'est pas capable de dire si c'est lié à la présence de substances chimiques ou lié à une modification du substrat, l'introduction d'espèces invasives ou l'absence de nutriments dans le milieu. Donc pour cela, c'est des approches de biomonitoring, de biosurveillance en bon français qui se développent de plus en plus et qui vont être à l'interface entre l'évaluation de l'état chimique et l'évaluation de l'état écologique et qui vont pouvoir permettre d'aller plus loin, d'une part sur l'évaluation des substances en allant chercher justement ces substances hydrophobes dans des organismes aquatiques plutôt que de les mesurer dans l'eau. Et puis sur l'état écologique, c'est de faire des tests de toxicité. Des tests de toxicité, on va passer par l'effet. L'effet, c'est ça qui est intéressant. C'est là où en fait, vous faites de l'analyse chimique. Vous allez cibler les molécules que vous voulez suivre. Donc vous n'allez pas mesurer toutes les molécules. Et vous n'allez pas avoir aussi notion de la toxicité. Vous allez avoir une concentration, mais il y a beaucoup de molécules où on ne connaît pas les niveaux de toxicité. Donc du coup, pour faire le lien avec l'impact écologique, le fait de faire des tests de toxicité, où on va mesurer des réponses comme la survie, l'alimentation, la reproduction, on va mesurer directement le lien entre les cocktails de contaminants qui sont présents dans le milieu et l'effet sur les réponses biologiques. Donc on va pouvoir qualifier en fait la toxicité du milieu liée à ce cocktail de substances qui est présent. Donc au niveau des approches de biosurveillance, il y en a plusieurs. Les plus connus, c'est les tests de laboratoire qui sont utilisés aussi pour l'évaluation des substances pour les industriels avant que ça soit mis sur le marché et qui ont été aussi appliqués pour l'évaluation en fait, des masses d'eau. Donc on fait un prélèvement ponctuel dans la rivière, on ramène au laboratoire et puis on va tester sur des espèces modèles, des poissons, des crustacés, des algues, pour mesurer justement la toxicité de cet échantillon. Alors la problématique de ces approches, c'est comme pour l'analyse chimique dans l'eau, c'est que ça repose sur du prélèvement ponctuel et que du coup c'est pas intégrateur et pas représentatif en fait, des niveaux de contamination qui sont présents dans un milieu aquatique. Donc pour pallier à justement ce manque de représentativité et le fait que ce soit peu intégrateur, des approches de terrain ont été développées ces dernières années. Alors les premières approches, c'est ce qu'on appelle de la biosurveillance passive. La biosurveillance passive, c'est quoi? C'est en fait, je vais aller prélever des organismes qui sont naturellement présents dans le milieu
Et à partir de ces organismes, je vais pouvoir faire soit des analyses chimiques, soit mesurer la toxicité pour vérifier en fait quel est l'impact sur le milieu. Donc ça, c'est déjà plus intégrateur parce qu'on prend des organismes qui vivent sur place. Donc c'est déjà plus pertinent que du prélèvement d'eau. Après, une des limites pour pouvoir faire de l'évaluation avec ces approches-là, c'est que, et la principale limite, c'est que si vous ne trouvez pas l'espèce ou l'organisme naturellement sur la station où vous voulez faire de l'évaluation, bah, vous ne pouvez pas faire de mesure. Donc pour ça, plus récemment, c'est développer des approches de biosurveillance active qui sont basées en fait sur l'encagement d'organismes. C'est-à-dire qu'on les produit au laboratoire, donc on est sûr qu'on en a comme ça, et ensuite on va les encager sur site pendant une période donnée pour pouvoir justement mesurer la bioaccumulation et la toxicité. Donc là, c'est plutôt intéressant parce qu'on peut expérimenter tous les sites et puis on contrôle les zones d'exposition et les durées d'exposition, ce qui n'est pas tout le temps facile avec la biosurveillance passive. Donc il y a différents réseaux qui existent déjà en France, aux États-Unis, pour notamment utiliser des bivalves pour pouvoir faire le suivi de la contamination et de la toxicité. Donc nous, dans ce contexte, Biomae, en fait, on commercialise aujourd'hui un outil de biosurveillance active qui est basé sur des crustacés et qui est issu d'un institut de recherche, l'INRAE, qui a travaillé pendant 15 ans sur le développement de cette méthode. Donc pour ça, nous on travaille sur un petit crustacé qui s'appelle le gamma. Donc c'est un amphipode qui est très réparti en fait dans les cours d'eau européens. Et puis comme vous voyez sur les photos, en fait, voilà, une fois qu'on a sélectionné les organismes au laboratoire, on les met dans des petites cages comme ça. Et puis on va les transplanter directement sur site pendant 1 à 3 semaines. Et ensuite on les récupère pour pouvoir faire des analyses. Donc ces outils-là, en fait, ils viennent de la recherche française. C'est-à-dire que la biosurveillance active, c'est un axe de développement sur lequel en France on est très fort. Parce que dans plein d'autres pays, c'est plutôt de la biosurveillance passive. Et en France, notamment avec des instituts de recherche comme l'INRAE, on a travaillé pendant de longues années sur le développement de cette méthode-là, qui a été soutenue par les agences de l'eau et l'OFB. Et suite à ce programme de recherche, en fait, Biomae a été créé. Donc c'est un essaimage du laboratoire d'écotoxicologie qui a été créé en 2014. Et pendant les 3 premières années, on a fait une levée de fonds et on a industrialisé cette méthode pour pouvoir la déployer à large échelle. Et puis, fait important pour Biomae, c'est que depuis 2018, ces outils-là, ils sont rentrés comme outils de référence dans la réglementation pour la directive cadre eau, pour faire le suivi chimique réglementaire des masses d'eau à partir de gamma, justement pour les substances hydrophobes qu'on avait du mal à suivre avant. Et puis, parallèlement à ça, Biomae, pour accélérer notre développement, on a rejoint le groupe Carso, qui est un groupe français qui est leader en France de l'analyse, hein, alors multisecteur. On a des gens de chez Socor là, qui partagent un stand avec nous et qui travaillent sur justement les biocombustibles et les combustibles. On fait aussi tout ce qui est pharma, agroalimentaire et également tous les métiers autour de l'eau et de l'environnement. Donc au niveau de la méthodologie, voilà. Donc le point de départ, en fait, c'est nos bassins d'élevage. Vous voyez, on a des bassins, c'est des anciennes cressonnières sur lesquelles, en fait, on a travaillé pour justement booster la production des crevettes. Donc vous voyez, c'est pas des gambas, hein, c'est des petites crevettes qui font 1 centimètre. Et ensuite, à partir de ce prélèvement d'organismes dans nos bassins, donc c'est notre population de référence, on les ramène au laboratoire pendant 15 jours en conditions contrôlées pour les préparer à aller sur le terrain et être encagés. On sélectionne les individus en fonction de la taille, du sexe, pour avoir des réponses bien robustes, bien répétables. Et une fois que les organismes ont été sélectionnés, mis en cage, on les envoie vers les sites d'études pour qu'ils puissent être encagés. Donc une fois qu'ils arrivent sur le terrain, en fait, on transplante les organismes sur site. Donc on a des systèmes d'exposition dans lesquels vous voyez les petites cages à l'intérieur. Et on laisse comme ça les organismes pendant 1 à 3 semaines exposés en conditions réelles dans le milieu pour mesurer la contamination. Une fois que les organismes ont été exposés, on les ramène au laboratoire. Et puis là, on va faire 2 types d'analyses. On fait soit des analyses de bioaccumulation. Donc on va mesurer les concentrations en substances chimiques qui ont été accumulées dans les gammas, des métaux, des composés organiques, j'y reviendrai par la suite. Et en parallèle, on passe aussi par les effets en mesurant des réponses biologiques comme l'alimentation, la reproduction ou des marqueurs plus spécifiques liés à des modes d'action toxiques pour mesurer l'impact de ces effets cocktails sur nos petits crustacés. Donc toutes ces méthodes, elles sont standardisées. Alors ça, c'est important parce qu'on est sur des outils d'évaluation du risque qui sont liés à la réglementation. Et donc la normalisation des méthodes biologiques, c'est quelque chose d'incontournable. C'est pour ça qu'en fait, depuis maintenant 7 ans, on est dans les commissions AFNOR pour normaliser les méthodes qui sont utilisées chez Biomae. En termes d'application, donc on a
on a un large panel en fait de clients. Alors les ministères, les services de l'État avec les DREAL, notamment sur les arrêtés préfectoraux pour les rejets industriels qui intègrent de plus en plus la notion de biosurveillance. On travaille aussi avec le milieu académique, notamment l'INERIS et l'INARAE qui s'occupent de l'évaluation des risques. On travaille aussi principalement avec donc les agences de l'eau, voilà, on verra par la suite dans les résultats, mais on travaille avec les 6 agences de l'eau au niveau français. Mais on travaille aussi avec les collectivités territoriales, celles qui travaillent autour de l'impact des rejets urbains, les stations d'épuration, les déversoirs d'orage. Quel est l'impact en fait de ces rejets sur le milieu récepteur? Donc on travaille par exemple avec le SIAP. Le SIAP, c'est le plus gros syndicat d'assainissement en France, qui s'occupe de tout l'assainissement francilien. Et puis également le CEDIF. Le CEDIF, c'est le plus gros producteur d'eau potable, pareil sur la région parisienne. Et donc là, on va évaluer l'impact des rejets de l'usine d'eau potable sur le milieu récepteur. Donc on travaille aussi avec des agglomérations, des industriels, Suez et Veolia, pour justement la partie traitement d'eau. Est-ce que les traitements d'eau sont efficaces quand je rejette dans le milieu? Et puis différents acteurs comme EDF, Vinci sur des déversoirs d'orage qui sont liés en fait, qui sont associés aux autoroutes. Et puis on travaille également à l'export avec des pays limitrophes. Donc il y a 2 applications principales. La première application, c'est en lien avec les agences de l'eau, dans le cadre du développement de cette approche dans un cadre réglementaire. Donc on fait de la surveillance à large échelle. Et donc effectivement, là, ce que vous voyez sur le tableau en bas à gauche, c'est la liste des substances prioritaires qui est demandée par la Commission européenne à suivre non plus dans l'eau, mais dans le biote, dans les organismes vivants, parce que c'est des substances hydrophobes. Donc vous voyez qu'en fait, on peut faire ça dans des invertébrés ou des poissons, et qu'on retrouve, pour être très contemporain, justement le PFOS qui fait partie de ces polluants éternels qui font débat à l'heure actuelle. Donc pour répondre à cette directive, le ministère, l'OFB, en fait, a publié une note ministérielle en 2017 qui disait qu'il fallait utiliser l'encagement de Gamard pour pouvoir suivre ces substances dangereuses prioritaires dans le milieu. Et donc on a déployé ces outils-là à partir de 2018. Donc j'ai mis quelques chiffres pour se rendre compte un peu de l'ampleur du déploiement. C'est unique en France, en Europe, ce type de déploiement, avec tout un tas de stations qui sont suivies à plusieurs reprises sur tout le territoire, et puis des cartes de reporting, alors typiquement pour le PFOS, qui permettent effectivement d'évaluer la conformité ou non de cet élément par rapport au seuil réglementaire. Voilà. Avec une petite précision, c'est que le PFOS, c'est une NQE poisson, mais qu'on a des facteurs de conversion pour déterminer à partir des gamards la concentration qu'on aurait dans des poissons. Donc ça, c'est l'aspect réglementaire, mais vu qu'on dose aussi plein de substances et qu'on a déployé cette méthode sur, sur des centaines de stations en France, on a, avec l'INRAE et les agences de l'eau, développé en fait des valeurs seuil de contamination au niveau national. Donc c'est les petites grilles que vous voyez à droite. En fait, on a 5 classes de contamination qui nous permettent en fait de faire, dans un premier temps, de la comparaison spatiale. Alors, je donne quelques exemples. Ça, c'est typiquement les suivis qu'on fait avec les agences de l'eau pour le cadmium, qui est un métal. Et vous voyez, en fait, plus c'est foncé, plus les niveaux de contamination sont élevés par rapport à toute la base de données qu'on a obtenue au niveau national. Et on est capable, comme ça, alors de manière très macro, d'identifier des zones sur lesquelles en fait, il y a des niveaux de contamination en cadmium. Alors, on est à Douai, j'ai choisi mes cartes pas par hasard. Donc effectivement, voilà, on voit un peu de cadmium. Il y a aussi du plomb, un peu de plomb sur le bassin Arto-Picardie. Et puis aussi du zinc. Alors je sais que je ne suis pas un grand spécialiste, mais sur le territoire, il y a un historique industriel avec justement de l'industrie métallurgique qui est peut-être pas complètement décorrélé de ce qu'on peut voir encore aujourd'hui, quoi. Ce qui n'est pas complètement la même chose quand on regarde par exemple le cadmium sur le massif central ou le massif armoricain, où là en fait ça peut être du fond géochimique, c'est-à-dire que c'est la roche qui naturellement en fait va relarguer ces éléments dans le milieu. Et puis pour aller sur d'autres composés un peu plus émergents, on a le diflufénicanil, qui est un herbicide qui est utilisé encore aujourd'hui, donc c'est pas un composé qui est réglementé, et sur lequel effectivement on voit des niveaux de contamination plutôt au niveau centre-Loire, où il y a beaucoup de cultures céréalières, et puis également un peu dans le nord de la France. Donc ça permet de faire de la comparaison spatiale et du suivi de tendance. Ça, c'est un exemple de ce qu'on a fait sur le bassin Arto-Picardie. On a suivi 2 molécules. Alors, on retrouve le diflufénicanil qu'on avait avant. Et en fait, on a suivi l'évolution des niveaux de concentration au cours du temps. Vous voyez que c'est globalement stable. On n'a pas trop de différence entre les différentes années. Par contre, pour la pendimétaline, c'est assez intéressant. On était assez surpris quand on a vu ça avec les agences.
c'est qu'on voit qu'on a une forte baisse des niveaux de contamination en polymétalline sur le bassin Artois-Picardie. Alors, donner l'explication directe, on n'en est pas là. On peut imaginer que c'est lié peut-être aux programmes d'action qui sont mis en place par les agences, etc. En tout cas, de manière très pragmatique, on a effectivement observé qu'il y avait une diminution des niveaux de contamination pour cet herbicide. Alors, je parle de bioaccumulation, mais on fait aussi du coup ces mesures de toxicité avec les agences de l'eau. Donc, même principe, on a développé des valeurs de référence au niveau national à partir des réseaux de contrôle des agences de l'eau. Et je vous mets un exemple que vous pourrez retrouver parce qu'on a publié l'année dernière dans la revue TSM, qui est la revue technique de l'AST. Donc c'est des publications que vous pouvez retrouver en ligne, c'est gratuit, hein, c'est en open access. Et on a fait un retour d'expérience en fait de l'application de ces outils d'écotox à l'échelle du bassin Adour-Garonne, sur lequel en fait c'est un retour d'expérience de 50 déploiements où on a fait 3 campagnes par an sur 50 stations. Et en fait on explique comment en fait ces outils peuvent être déployés et qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes d'interprétation pour le gestionnaire. Sur le côté étude d'impact, donc là on est plutôt sur on est moins à une échelle macro, mais plutôt sur des évaluations type amont-aval de rejet. On peut faire plusieurs choses. Donc dans le même article que je vous ai cité, on a fait ce que les agences de l'eau appellent un contrôle d'enquête. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a fait de la surveillance à large échelle, on s'est rendu compte qu'il y avait des hotspots, il y avait des points qui sortaient en termes de contamination et de toxicité. Et l'agence de l'eau a voulu redéployer plus localement plusieurs stations pour suivre en fait la qualité sur tout le bassin versant pour essayer d'identifier d'où venait en fait cette contamination, cette toxicité. Et donc en fait on a fait 6 campagnes, sur une année on a fait 6 campagnes d'encagement de gamarre avec un test d'alimentation et en fait on a mis le doigt sur un rejet industriel qui venait justement impacter le milieu. Donc ça les a rassurés en quelque sorte parce que l'hypothèse qu'ils voulaient vérifier initialement, c'est qu'ils avaient fait de gros travaux d'imperméabilisation de la nappe parce qu'il y avait des résurgences avec en fait des métaux et ils avaient mis en place plusieurs millions d'euros d'investissement. Leur idée de base, c'était déjà de vérifier que ça avait fonctionné, quoi. Donc en fait, on n'a pas pu le fonctionner parce qu'en amont, c'était déjà tellement contaminé qu'en aval, en fait, c'était peine perdue, quoi. Mais en tout cas, pour l'agence de l'eau, ça leur a permis d'identifier une action sur le territoire pour justement aller vers le bon état chimique et essayer de retrouver le bon état écologique. On travaille aussi pour évaluer les pressions agricoles. Alors ça, c'était dans le cadre des programmes éco-phyto dont on a parlé il y a quelques temps avec l'OFB. L'objectif en fait c'était de déployer en fait ces méthodes biologiques pour justement mieux caractériser les pressions phytosanitaires, avec la particularité des pressions phytosanitaires, c'est qu'on a une forte variabilité au cours du temps, c'est lié aux périodes d'application. Et ça c'est un des exemples qu'on a fait sur le bassin versant de la Dière qui est dans le Beaujolais où il y a de la culture de vignes. Et on a fait en fait des évaluations d'amont en aval du bassin versant pour évaluer en fait l'impact sur l'alimentation, qui est un marqueur de toxicité générale, et puis également la mesure d'ACHE. Alors l'ACHE, c'est l'acétylcholinestérase, et c'est une enzyme qui a un rôle clé dans le fonctionnement du système nerveux et qui est spécifiquement perturbée par des insecticides. Donc là, ça matchait bien, puisque culture de la vigne, on utilise des insecticides. Et ce qu'on voyait, c'est qu'effectivement, alors c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais que quand on était en amont, en fait, on avait peu de pression. Et que quand on était en aval justement des zones de culture, on avait une pression qui augmentait, mais que cette pression, en fait, elle était principalement vue sur les périodes d'avril et de juin. C'est-à-dire que le reste de l'année, on n'avait quasiment pas d'impact, et qu'en fait, on voyait des impacts en avril et mai qui correspondaient aux périodes d'application des produits phytosanitaires sur la vigne. Et puis, pour finir sur les applications, on travaille aussi beaucoup sur les rejets urbains. Donc ça, c'est également un article qui est sorti dans la dernière revue TSM. Donc c'est pareil, vous pouvez le récupérer sur Internet, c'est en open access. C'est une étude qu'on a fait avec l'agglomération d'Orléans, qui était pilotée par Suez, avec un ensemble d'outils qui ont été déployés. Et là, l'objectif, c'était de mesurer entre l'entrée et la sortie de l'agglomération, quel était l'impact en fait du système d'assainissement sur le milieu. Et alors là, c'est pas présenté sur le site, mais il y a également différents rejets de stations d'épuration qui rejettent dans la Loire. Et du coup, on les a encadrés avec des gamarres pour pouvoir faire des approches amont-aval et évaluer s'il y avait un impact sur le milieu récepteur. Donc je ne rentre pas trop dans le détail, je vous invite à regarder et aller retrouver cet article-là. Mais en conclusion,
Ce retour d'expérience montre bien effectivement que ces outils d'encagement de gammar sont complémentaires aux analyses chimiques dans l'eau ou à d'autres indicateurs, et que notamment dans le cadre de cette étude, on a identifié une station d'épuration qui contribuait plus que les autres en termes de toxicité. Donc pour le gestionnaire, ça lui donne une information intéressante, parce que quand il a 3 stations d'épuration, il n'y a peut-être pas les moyens de mettre sur les 3, donc par laquelle on commence. Typiquement, ces outils-là permettent d'apporter ces réponses. Et puis pour finir, sur un dernier exemple, il y a également le SIAP. Alors j'en parlais tout à l'heure en introduction. Le SIAP, c'est le plus gros syndicat d'assainissement en France, qui déploie des outils de biosurveillance depuis plusieurs années, y compris ce qu'on fait chez Biomae. Et je vous invite aussi à récupérer, ils ont publié récemment un fascicule de biosurveillance qui explique justement toutes ces nouvelles approches et comment ça peut être utilisé dans le cadre d'une industrie de l'assainissement pour justement mieux piloter l'impact de leurs activités sur le milieu récepteur. Voilà, en termes de conclusion, je ne sais pas du tout comment on est niveau temps. 4 minutes? Ouais, pas mal. 2 minutes. Alors en 2 briques. En conclusion, donc, bon, je vais pas revenir. Voilà, c'est des outils qui sont opérationnels, qui sont déployés en routine. Nous, on commence à travailler à l'export et on travaille aussi à la normalisation au niveau international, parce qu'on a l'ambition, maintenant qu'on est bien implanté en France, de pouvoir déployer ces outils-là dans d'autres pays. Il y a tout un contexte aussi sur l'application de ces outils-là pour l'impact des rejets, mais je vous invite à venir me voir si vous voulez en savoir un peu plus. Et puis en termes de perspective, rapidement, on continue à travailler ces outils-là pour rajouter d'autres choses. On travaille sur de la génotoxicité par exemple. La génotoxicité, c'est l'impact sur l'ADN. On utilise les spermatozoïdes de gammar pour mesurer l'impact génotoxique des substances qui sont présentes dans le milieu. Il y a un tiers des substances présentes dans le milieu qui sont génotoxiques. Donc il y a un intérêt effectivement d'avoir des modes d'action spécifiques pour pouvoir évaluer ce type d'effet. On travaille aussi sur les plantes. C'est bien d'avoir une petite crevette, c'est mieux d'avoir une plante. Ça ne réagit pas de la même façon, notamment quand il y a des herbicides. On travaille sur le bassin de la Charente justement pour appliquer ces outils-là et voir si, notamment sur les zones de captage d'eau potable, utiliser des plantes pour suivre les herbicides, c'est pas complémentaire à ce qu'on fait avec des gammars. On travaille aussi sur l'élargissement de la liste des substances. Là, on va rajouter des terres rares, on va rajouter des produits de soins. Typiquement, il y a de l'octocrylène, c'est des produits anti-UV, c'est très hydrophobe, on les retrouve bien dans les gammars, on en trouve dans plein de cours d'eau. On travaille aussi sur les médicaments, notamment avec l'évolution de la DRU2, il y a des médicaments qui vont devoir être suivis. Et assez étonnamment, moi le premier, je pensais que le paracétamol, c'était très hydrophile, on n'en voit pas dans le gammar. Tous les médicaments, c'est pareil, c'est pas vrai. Il y a plus d'un tiers des substances de médicaments qui sont hydrophobes. Donc il y a un intérêt justement de compléter les analyses d'eau avec du biote. Et puis pour finir, on travaille aussi sur de nouvelles applications. On essaie de remonter dans le réseau pour justement évaluer les autres process industriels et, avant que ce soit rejeté dans le milieu. On travaille également sur les sédiments. On travaille avec des acteurs comme VNF dans le cadre de dragage et curage de sédiments. Et puis on développe des tests au niveau de l'OCDE, des guidelines comme on dit en bon français, pour justement proposer des tests complémentaires pour l'évaluation des substances chimiques. On travaille notamment sur un test qui va permettre de mesurer les facteurs de bioaccumulation des substances avant que ce soit mis sur le marché. Ce qu'il ne faudrait pas éviter, c'est les perfluorés. Le problème des perfluorés, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est hyper hydrophobe, ça se bioaccumule dans les chaînes trophiques, et qu'une fois que c'est rejeté dans l'environnement, en fait, ça contamine toute la chaîne trophique. C'est pour ça que maintenant, dans les dossiers réglementaires, ils surveillent ce facteur de bioaccumulation pour faire en sorte que les substances qui soient rejetées dans l'environnement soient biodégradables et qu'elles ne s'accumulent pas dans l'environnement. Donc on travaille sur ce type de test-là également. Et puis voilà, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.